Salut à tous, c'est RM. Aujourd'hui, je vous remets en avant une sélection de vidéos qui date d'il y a plus de 2 ans, à l'époque où j'avais moins d'audience sur la chaîne, donc je pense que beaucoup d'entre vous les ont pas vus. J'y parle de plein de jeux 16 bits, et je trouve qu'enchaîner ces différentes consoles, ça permet de bien se remémorer ce que c'était vraiment cette ère 16 bits, qu'on a parfois tendance à idéaliser de nos jours. C'est pas toujours comme on s'en souvient, donc aujourd'hui, retour sur la Super Nintendo, la Mega Drive, mais d'abord, la PC Engine. The Kung Fu. Quand tu t'es bien immergé dans la NES et la Master System juste avant, ça fout une petite claque de voir des sprites aussi énormes qui prennent la moitié de l'écran. Tu te dis que tu goûtes à la next-gen, et que ça aurait été impossible sur 8 bits. Le gameplay est basique, pas hyper précis, il y a des sensations un peu brouillonnes manette en main vu que le jeu est pas hyper fluide, mais c'est pas mauvais, avec de l'entraînement on progresse bien. Alien Crush, c'est un jeu très culte de la PC Engine. Bon, pour moi, c'est qu'un flipper, hein. Ça me fait pas rêver, mais il a le mérite d'être plutôt nerveux et fluide. Certaines animations rendent bien en comparaison avec une machine 8 bits. Il y a régulièrement des stages bonus originaux, donc ça va, c'est quand même bon. Fantasy Zone, c'est grave mignon, super jouable, les musiques te mettent de bonne humeur, et pourtant, à chaque fois que je joue à un jeu de cette série, je m'ennuie dès les premières minutes. Je pense que niveau shooter, je préfère quand c'est plus linéaire, c'est mieux rythmé. Blazing Lasers. Et oui, la PC Engine, c'est la console des shoot 'em up. Ça, c'est mieux déjà. C'est nerveux, super fluide, il y a plein de power-up, et c'est assez accueillant dès le début en termes de difficulté, contrairement aux autres jeux du genre où rien que survivre les 15 premières secondes, c'est déjà une épreuve. Dungeon Explorer. C'est exactement ce que son nom laisse entendre. Tu traverses des donjons remplis d'ennemis, tu peux choisir entre différentes classes pour ton héros, elles ont chacune leurs statistiques propres, il y a des objets, un système de level up, et c'est pas captivant. Mais le jeu est conçu pour être joué jusqu'à 5, donc j'imagine qu'à plusieurs, l'action doit être plus mémorable. C'est un peu le Left 4 Dead de la PC Engine. Moto Roader. Autre candidat dans la liste des titres qui définissent leur gameplay. Sauf que là, pas du tout, hein, parce que c'est pas un jeu de moto. Mais c'est un jeu de course. Et le seul truc que je retiens, c'est la meuf des menus, parce que sinon, les jeux de course vus de haut, ça m'a jamais procuré beaucoup de sensations. Rien que tourner, c'est pas évident au début. Hein. Il y a un système d'amélioration de véhicules contre du cash que tu gagnes dans les épreuves, donc c'est légèrement plus profond que ça en a l'air, mais vous m'excuserez, j'ai pas trop envie d'approfondir. Power Golf. Bon, on connaît la chanson hein, sur cette génération, les titres c'est jamais très inspiré. Et le jeu non plus d'ailleurs, hein. Ça se joue comme tous les jeux de golf que tu connais, mais en beaucoup plus dur, parce que la barre de puissance se remplit méga vite, donc c'est compliqué d'être précis. J'ai franchement rien de spécial à rajouter. Bon, jusqu'à maintenant on dirait qu'il y a que des jeux de merde sur PC Engine, mais c'est parce que j'ai fait que des jeux du début de vie, hein. Le meilleur reste à venir, restez. R-Type, mon shoot 'em up préféré, et je déconne pas. C'est pas objectif par contre, c'est juste que c'est mon tout premier shoot 'em up. Je me souviens, je zappais sur la télé quand j'étais enfant et je suis tombé sur la chaîne No Life sur deux gars qui expliquaient comment avoir le meilleur score sur R-Type. Ça m'a tellement scotché de voir un truc pareil à la télévision que même le jeu m'a intéressé avec son système de modules détachables que tu peux fixer à l'avant ou à l'arrière pour te protéger et tirer dans plusieurs directions. C'était original. Je connaissais pas l'émulation à l'époque, donc sur la console virtuelle de ma Wii, j'ai acheté R-Type, et sans le savoir, je jouais ainsi à mon tout premier jeu PC Engine. Ce qui explique pourquoi j'ai autant d'affection pour lui aujourd'hui. Dragon Spirit, un autre shoot'em up, qui a la particularité de te laisser tirer sur 2 plans, dans les airs ou au sol en fonction de la position des ennemis. C'est maniable, c'est fluide. Jamais je me réveillerai dans la nuit pour y rejouer, mais c'est correct. PC Kid, la mascotte de la console, parce qu'il en fallait forcément une à l'époque. Un héros et un univers mignon,
mais un platformer action assez mou dans l'ensemble pour un adulte d'aujourd'hui. En revanche, si tu jouais enfant en 1990, je comprends que tu le trouves attachant, notamment parce que les niveaux et les décors sont variés. Victory Run, un jeu de course classique comme on en voyait à l'époque, sauf que là les dénivelés sont un peu mieux rendus que sur 8 bits, et qu'il faut manuellement passer les vitesses, donc ça demande plus d'input après t'être pris un arbre. Sans surprise quoi. Human Fu, un puzzle game où tu pousses des boules tout en évitant les vilains hérissons bleus qui roulent en boule. Eux aussi. Étrange. C'est marrant un temps, ça va. Ça a le mérite d'être un peu plus original que la majorité des jeux de la console. Et puis graphiquement, c'est plutôt joli en comparaison avec les jeux précédents. JJ and Jeff. Le design est très moche, ça se voit que c'est volontaire. Mais le fait que le jeu soit plutôt speed et nerveux, ça le rend moins naze qu'il n'y paraît. En plus, j'aime bien la musique. Je pense que je me suis même plus amusé dessus que sur PC Kid. Neutopia. Il reprend tous les codes de Zelda 1, donc toujours handicapant de pas pouvoir se déplacer en diagonale. En 89, si t'avais pas joué à son modèle, ça devait sans doute être une aventure très marquante. Mais quand tu connais déjà bien le premier Zelda, c'est sans aucune surprise. Neutopia a au moins le mérite de pas laisser le joueur aussi paumé et livré à lui-même, donc c'est plus accueillant pour un joueur moderne. Ninja Spirit. De prime abord, on dirait une sorte de Shinobi-like en plus simpliste, mais finalement tu déverrouilles des bonus intéressants, comme le fait de te dédoubler, puis même de détripler. Ça te fait contrôler plein de ninjas à la fois, et ça le rend atypique comme petit jeu d'action parce que ça te pousse à bien positionner tes clones pour couvrir plus de zones quand tu attaques. Cette idée marche bien. Space Harrier. Oui, il y en avait plusieurs des jeux Sega sur PC Engine, c'est marrant. Ils se voyaient pas comme des concurrents contrairement à Nintendo. C'est une bonne conversion du jeu arcade, c'est plus détaillé que sur Master System, et c'est fluide. L'intérêt de Space Harrier à l'époque, c'était sa perspective, les pseudo-zooms sur les ennemis et la façon dont le sol des fils te donnait l'impression d'avancer dans un niveau avec beaucoup plus de profondeur que sur les shooters 2D traditionnels. Splatterhouse. Je crois que c'est le deuxième jeu PC Engine auquel j'ai joué dans ma vie après R-Type. Ce style plateforme action avec des armes et l'univers glauque m'avait bien attiré. Aujourd'hui encore, c'est très plaisant à jouer, par contre la difficulté est corsée. Bonk's Revenge, la suite de PC Kid. En dehors du Japon, ça s'appelle Bonk. Et c'est celui-là l'épisode le plus réputé de la série. Effectivement, par rapport au premier, le level design est plus inspiré, mais j'ai quand même toujours un problème avec le fait que le héros soit assez lent. J'aimerais pouvoir courir et sauter plus loin. Superstar Soldier. Assez similaire en termes de feeling à Blazing Lasers, sauf que là, en plus, t'as un bouton pour changer l'orientation de tes bonus autour de toi. C'est aussi plaisant, la musique passe bien, les améliorations de tir sont jouissives, perdez quelques vies dessus, ça vous fera pas de mal. Daima Kaimura. C'est Ghouls and Ghosts en fait, et c'est marrant de voir une autre version que celle de la Mega Drive. Le jeu est toujours super grâce à son level design, son univers, son game feel et ses nombreuses armes à distance. Le jeu est aussi toujours super dur, sauf si t'apprends les patterns par cœur. Mais le fait que tu puisses tirer dans 4 directions, ça t'offre quand même pas mal d'options pour te défendre. The Legend of Valkyrie. Un petit jeu d'action vu de haut, c'est pas un Zelda-like, il n'y a pas de dimension exploration, et il y a quelques dialogues, mais en jap je comprends rien. Le design de l'héroïne est mignon, et c'est amusant à jouer parce qu'il y a des phases de plateforme, des boutiques pour améliorer ton perso, des boss avec des gros sprites, et c'est pas trop dur, ça s'enchaîne bien. Aldines, un shoot 'em up franchement sympathique dans la même veine que R-Type,
dont tu sens les légères inspirations. C'est pas ce qu'il y a de plus chatoyant graphiquement, mais c'est pas mal. Un bon jeu à ajouter à la liste des 9000 shoot'em up de la console. Air Zonk. Vous vous souvenez de Bonk? Eh ben, c'est génération ZisE, donc maintenant c'est Zonk et c'est un shoot'em up. C'est excellent. L'ambiance se veut loufoque, mais c'est pas juste visuel, même à jouer c'est marrant. Les niveaux sont bien faits, les bonus aussi, ça pète de partout sans que ça soit trop dur, et puis quand même les sprites ont la classe, et les musiques aussi. Non mais y a tout qui va dans ce jeu. Salamander. Attention à ne pas faire une overdose de shmup quand on les enchaîne à la suite sur une compile. À en avoir autant qui sont réussis, on se retrouve avec plein de jeux qui sortent pas du lot. Alors qu'ils sont quand même bons, c'est pas le problème. Mais tu vois très souvent les mêmes inspirations et les mêmes idées légèrement remixées d'un jeu à l'autre. Salamander n'échappe pas à la règle, mais il est pas moins bon que les autres. C'est d'ailleurs pas mal d'avoir fait en sorte que les décors soient tout aussi dangereux que les ennemis. Par contre, c'est pas facile. Ninja Ryukenden, c'est Ninja Gaiden. Comme Galaga et Gradius, c'est sûrement des jeux que t'as déjà fait sur NES, et là ils sont ressortis avec des graphismes un peu mieux sur PC Engine. Mais sur une presque 16 bits, c'est pas très ambitieux. Ça reste un bon jeu d'action, le problème c'est les nombreux trous dans lesquels tu vas tomber et perdre toutes tes vies. Bomberman 94, l'année de ma naissance, si. Bon, vous connaissez, tu contrôles Jean Bomberman, qui lâche des bombes pour se frayer un chemin. C'est un super concept en multijoueur, mais les modes solo de cette série, je les ai toujours trouvés super ennuyants à cause du rythme du gameplay. C'est pas fait pour se taper des niveaux à la chaîne contre des adversaires virtuels, je trouve. Kadash, un action RPG vu de profil, un peu comme Faxanadu, si vous vous souvenez de ma vidéo sur la NES. À part les graphismes améliorés, en termes d'ambition, ça reste un petit jeu 8 bits. Des combats à la Zelda 2, où faut trouver une faille derrière le bouclier de certains ennemis. Il y a le choix entre plusieurs classes en début de partie, et j'aime bien la prêtresse, parce qu'elle peut se soigner, et elle a une longue portée avec son fouet. On dirait presque un Castlevania. C'est pas un jeu facile. Enfin, disons que c'est très facile de se prendre des dégâts, donc c'est indispensable de faire du level up dès le début. Et quand t'as compris ça, ça se passe beaucoup mieux. Du classique sinon, mais c'est sympa d'avoir une aventure de ce style sur PC Engine. Par contre, trop bizarre qu'il n'y ait pas de sauvegarde ou de password. Sur émulateur ça va, mais sinon faut le finir d'une traite. C'est quoi ça? New Super Adventure Island. C'est Wonder Boy, mais avec une autre skin et des graphismes 16 bits améliorés. La maniabilité est bonne, le level design est fun, c'est un bon petit platformer old school. Pour de vrai. Soldier Blade. Et un autre shoot'em up, au scrolling vertical en plus, très ressemblant à Blazing Lasers et Superstar Soldier. C'est de l'action très rapide et nerveuse, des missiles sur tout l'écran, des musiques punchy, et il est moins pénalisant. Quand tu perds une vie, le niveau continue, tu reprends pas au début du checkpoint. Ça fait plaisir. Je le recommande. Neutopia 2. Dans la suite du premier Neutopia, on peut bouger en diagonale et on peut frapper en marchant, ça rend le gameplay bien moins rigide. Sinon dans le concept, c'est plus Neutopia 1.5, pas de révolution à l'horizon d'un épisode à l'autre. C'est un peu ce que serait Zelda si c'était fait par Ubisoft et qui sortait ses suites à un rythme annualisé. T'aurais l'impression de toujours avoir la même base avec très peu de changements d'un jeu à l'autre. Ça te fait réaliser à quel point Nintendo s'est surpassé sur Zelda 3 la même année, là où ses concurrents continuaient encore de recycler les idées de Zelda 1. Bon, ça n'empêche qu'après une mise en perspective avec le reste du catalogue PC Engine, Neutopia 2 reste très bien.
Bon d'accord, en vrai c'est une console 8 bits, mais graphiquement c'est un rendu 16 bits, donc je la classe ici. Et j'en ai pas fini avec elle. Salut à tous, c'est Rem. La dernière fois je vous ai présenté 30 jeux PC Engine, mais seulement au format cartouche U-Card. Or, plein de jeux cultes de la console sont sortis sur support CD, grâce à l'extension CD-ROM 2. Et là c'est un peu confus. Pour résumer simplement, il y a d'abord eu l'extension PC Engine CD-ROM 2, et après ils ont sorti l'extension Super CD-ROM 2, avec des jeux exclusifs. Imaginez acheter 2 extensions pour votre console. Non, ne l'imaginez pas, c'est là que NEC ont été malins. Si t'as déjà la première extension CD, tu peux juste acheter une cartouche de la forme d'une U-Card, qui s'appelle la Super System Card 3.0, et ça rajoute juste assez de puissance à ta pauvre extension CD de première génération pour pouvoir faire tourner les jeux exclusifs Super CD-ROM 2, sans avoir à racheter un nouveau lecteur CD. Mais c'est pas fini, ensuite ils ont sorti les jeux arcade CD-ROM 2. Et là heureusement pas de nouveau hardware, juste une U-Card à insérer pour étendre encore davantage la puissance de la console. En fait la PC Engine c'est une console évolutive, tu mets une cartouche dedans pour ajouter de la puissance, un petit peu comme la cartouche de RAM de la Saturn, ou même l'expansion pack de la Nintendo 64. Maintenant que ça c'est clair, on va voir ce que la PC Engine CD a dans le ventre avec 12 jeux pour lesquels je vais vous donner mon avis. Ys Book 1 et 2. Dès le début, l'introduction te met dans le bain. Tu vois et tu entends qu'on n'est plus sur la même petite console à cartouche. Une musique punchy, qualité CD, sur une intro pseudo-animée, ça change du catalogue original PC Engine. C'est pas évident de montrer les qualités du jeu avec une vidéo. De loin, ça paye vraiment pas de mine, mais il y a des petits détails bien pensés qui rendent l'aventure agréable et pas aussi vieillotte que d'autres RPG de cette époque. C'est un action RPG, où tu rentres dans les ennemis pour leur faire mal. C'est pas banal, mais ça fait plaisir franchement que ça soit largement plus vif que des rencontres aléatoires avec du tour partout en mou. Ça rend le level up bien moins chiant par exemple. Et puis les mélodies sont top et contribuent à la chouette ambiance générale qui se dégage de ce jeu. J'ai des gens autour de moi qui se retournaient dans le salon quand je jouais, et qui s'ambiançaient vraiment sur certaines musiques. C'est un bon petit RPG rétro franchement. Même si de temps en temps, quelle surprise, il sait se montrer avare en indications, donc c'est très probable que vous soyez contraint de chercher une soluce pour vous débloquer. Et en plus la dernière tour, elle est vraiment chiante. Mais c'est important de finir Ys 1, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut accéder à Ys 2, qui est finalement pas très différent. Ça consiste aussi en une multitude de donjons labyrinthiques à explorer. C'était amusant un temps, mais ça a un peu fini par me fatiguer. Super Darius. Shoot 'em up horizontal, un bouton pour tirer en face, un autre pour viser le sol, plein de power-up, du challenge, du classique quoi, hein, je comprends juste pas ce qu'il fout sur l'extension CD-ROM. Y a vraiment rien de bluffant qui puisse pas tourner sur la PC Engine de base. Et après recherche, j'ai justement vu qu'ils l'ont ressorti derrière sur la PC Engine de base au format cartouche. Enfin format U-Card, hein, sous le nom Darius+. Seirei Senshi Spriggan. C'est un shoot vertical cette fois, globalement moins speed et nerveux que ceux qu'on a vus dans ma précédente vidéo sur les jeux PC Engine basiques pas CD, mais la particularité ici c'est que tu ramasses des boules de couleurs et en fonction de la combinaison de couleurs que tu auras collectée, tu as une arme différente. Donc tu changes régulièrement d'arme si tu collectes toutes les boulettes. C'est pas mal, sans plus. Le support CD est mis à contribution dans l'intro pour les grosses images et les dialogues doublés, mais bon c'est en japonais donc on comprend rien. Et finalement in-game la musique est pas de si bonne qualité que ça, c'est pas des vrais instruments. Star Parodier. Là on passe sur l'extension Super CD-ROM. C'est censé être un poil plus puissant, mais là perso je vois pas trop la diff. Lui il est plus vif que celui d'avant, et l'intérêt aussi c'est son univers. Tu peux jouer le vaisseau de Star Soldier, mais pas que, il y a aussi Bomberman et une PC Engine volante. Ça vaut pas un Air Zonk dans le délire loufoque, mais ça reste sympa,
avec une difficulté très abordable, et c'est important pour être souligné dans ce type de jeu. Le CD permet un son de meilleure qualité, des voix pour les bonus, et une séquence d'intro très cool. Spriggan Mark II. Ça commence avec un vrai scénar, une intro un peu animée et des dialogues doublés, une réalisation qui aurait clairement été impossible sur la console de base sans son extension CD. Mais je comprends rien au Jap, donc balèque. Puis ça devient un shoot'em up pas trop mal avec un bon scrolling parallaxe. Il y a un bouton pour te retourner et donc tirer en arrière. Ça change un peu la dimension de ce genre de shmup. Par exemple, parfois le boss s'approche trop, donc faut passer derrière lui tout en continuant de lui faire des dégâts. Il y a une barre de vie, donc c'est cool de pas mourir en un coup, mais en même temps encore heureux vu le nombre de projectiles durs à éviter. Je vous disais que c'était un jeu scénarisé, mais il l'est en fait même trop parce que les dialogues te suivent jusqu'au champ de bataille et chaque bulle de dialogue qui s'ouvre, c'est l'action qui s'arrête brusquement. Pas ouf quand tu parles pas la langue, ça stoppe le rythme. Snatcher, un autre jeu qui a aucun intérêt si tu parles pas le japonais. Tu te perds dans les menus sans savoir quoi faire, et c'est dommage parce qu'il a une réputation de fou. C'est Hideo Kojima qui a bossé dessus. Sur Mega CD à l'époque, ils avaient sorti une version traduite en anglais, mais c'est pas le cas sur PC Engine. Tant pis, faut prier pour qu'on ait droit à un portage moderne. Sinon j'ai essayé une solution de gitan, utiliser la traduction automatique grâce à l'appareil photo de mon téléphone. Faut pas être loin de ta télé si tu veux voir quelque chose, mais... non, c'est chiant. Gradius 2, Gopher no Yabo. Toujours fan du système de power-up de Gradius, et le 2 te laisse encore plus de liberté dans la personnalisation de tes power-up, tout en étant très simple à comprendre. Visuellement, il y a des sprites qui rendent bien, comme les immenses soleils à contourner dans le premier niveau. D'ailleurs, les stages s'étendent au-delà de l'écran, donc on se sent un peu moins enfermé que dans la plupart des shoot'em up. Par contre, je le trouve bien plus dur que le premier Gradius. J'arrête pas de crever. Et ça le rend vite relou, parce qu'il fait pas partie de ces shmups qui te font réapparaître là où tu crèves. Non, tu recommences au checkpoint. Shoaniki, un énième shoot'em up, mais avec une direction artistique très différente et que j'aurais du mal à décrire, à base de monsieur musclé tout nu. Les sprites sont étonnamment bien détaillés pour de la PC Engine, et à jouer, c'est bien, sans se démarquer particulièrement de la concurrence. Akumajo Dracula X Shino Rondo. On l'appelle aussi Castlevania Rondo of Blood. Les deux intros animées, elles tuent, que ça soit la douce en allemand qui pose le contexte et l'autre rythmée avec de l'action et de la chouette musique CD. Puis c'est un Castlevania quoi. C'est trop bien. Même si le gameplay peut sembler un peu rigide, c'est aussi ça qui fait son charme. Le jeu a beaucoup de style visuellement pour la console, la musique est top, et il est plus ambitieux que les autres Castlevania action de l'époque. Il a un système de sauvegarde, des passages secrets avec des niveaux supplémentaires, des boss de fou, et un perso inédit à déverrouiller pour simplifier le jeu. Son côté presque exploration pour trouver les niveaux cachés, bien que totalement optionnel, le rend plutôt addictif en termes de complétion. Quelle récompense de fou quand t'as parcouru une tonne de jeux PC Engine beaucoup plus classiques juste avant. Il a du challenge, faut s'acharner par moments, mais c'est un jeu de grande qualité. Bomberman Panic Bomber. Le support CD permet au jeu de crier. En multijoueur, c'est une variante intéressante de Puyo Puyo, et il n'a pas usurpé son nom Bomberman parce qu'il y a des combos sympas à faire avec les bombes, en plus des couleurs à assembler à la verticale, horizontale ou diagonale. Je vous avoue qu'un Bomberman classique, j'ai vite tendance à trouver ça lassant après quelques games, mais là ça apporte un bon titre multijoueur compétitif de plus à la PC Engine, qui en manque un peu je trouve. J'ai fait des longues games pleines de tension et de rebondissements sur ce jeu, je vous le recommande avec des potes. En solo ça marche aussi, mais l'adversaire est contrôlé par l'IA, donc forcément c'est moins fun.
Lords of Thunder, un shoot 'em up tiens, ça faisait longtemps, mais là accrochez-vous, c'est pas n'importe lequel, c'est ce qui se fait de mieux en shoot horizontal. Très bon game feel, du style graphiquement, un level design pas ennuyant, et surtout une bande son dingue. Les musiques rock à la guitare ont des rythmes et des mélodies tellement travaillées, c'est mon OST préféré de la console avec Castlevania et Ys. Ce que j'aime aussi sinon, c'est que comme dans Megaman, tu peux choisir ton niveau dès le début. Ça permet de voir autre chose si tu butes tout le temps sur le même stage. T'as une barre de vie, tu meurs pas en un coup, et entre les niveaux, tu peux échanger les points que t'as gagnés contre des améliorations pour ton héros. À toi de voir si tu privilégies l'attaque ou la défense. Tu peux même choper des continues supplémentaires comme ça. J'aime vraiment bien tout ce qui se dégage de ce jeu. Seul problème que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de bruitage quand tu récupères de l'argent. Ça fait qu'on entend moins bien la musique. C'est beaucoup moins le cas sur la version Mega CD. Ginga Fukei Densetsu Saphir. On change une fois de plus de format avec cette fois-ci un jeu arcade CD-ROM 2. C'est ce qui est censé permettre les meilleures performances pour se rapprocher au mieux des jeux dans leur version arcade. Et effectivement, celui-là, il a quelques effets visuels bien sympas, type polygone, que j'avais jamais vu sur la PC Engine avant. Au risque de vous surprendre, on est encore sur un shoot 'em up, mais à jouer c'est assez jouissif, grâce au power-up qui couvre une large zone et te donne un vrai sentiment de puissance, qui va vite se volatiliser au vu du nombre de trucs à esquiver. Mais c'est le jeu, avec ce genre, on a pris l'habitude d'être secoué. Et heureusement ici tu peux te mettre plein de continus et tu recommences pas au checkpoint, donc ça reste kiffant. En plus, si t'es équipé, tu peux jouer à deux, ça rajoute un petit prétexte pour le relancer. En somme, l'extension CD-ROM de la PC Engine, elle est indispensable, puisque tous les meilleurs jeux de la console sont sortis dessus. Ça veut pas dire que la puissance du CD est toujours ultra exploitée, j'ai l'impression que graphiquement, beaucoup de jeux auraient pu se passer de l'extension. Mais bon, si le parc d'extensions CD était déjà important, ça aurait été dommage de se priver des quelques ajouts du support. Les dialogues doublés, ça insuffle plus de vie qu'on pourrait le penser de prime abord, les cinématiques moitié animées, les musiques CD, et potentiellement moins de lag pendant le gameplay aussi. Oh, mais vous avez vu l'heure? C'est l'heure de passer à la Mega Drive! Road Rage 2. Franchement, pour un jeu 2D, la profondeur est très bien rendue, notamment le relief sur la route. Et pour un jeu de course de cette époque, ça procure étrangement plus de sensations dans la conduite que des trucs comme Hang-On ou Outrun. En vidéo, ça a l'air de ramer du cul, mais manette en main, ça passe. En plus, t'as une touche pour puncher tes adversaires, donc c'est pas juste de l'esquive sur la route. Space Harrier 2. Bon, ça s'appelle Space Harrier 2 surtout pour des raisons marketing. C'est la même chose que le premier. C'est comme si des fans avaient bidouillé la ROM et modifié le placement de quelques assets. Dites-vous que c'est la même expérience. Par contre, ce qui est vraiment dommage, c'est que c'est pas fluide. Juste avant, j'ai joué à la version PC Engine du premier et ça tourne bien mieux. Toe Jam and Earl, une ambiance hip-hop loufoque, 13 années 90. Les animations sont pas fluides et visuellement ça me parle vraiment pas. Limite, ça me repousse. Et quand t'accroches pas à un jeu qui repose autant sur son style, c'est mal barré. Tu explores des maps générées aléatoirement, en quête d'objets, pour te défendre, pour te déplacer plus vite, ou pour, c'est l'objectif principal, reconstruire ton vaisseau spatial. C'est un peu trop ennuyeux pour moi. Alicia Dragoon. Je suis pas fan du système d'attaque. J'ai l'impression de pas avoir le contrôle avec ces lasers téléguidés. Ça fait que c'est pas satisfaisant de battre des ennemis, tu sens pas l'impact de chaque coup. Mais ça a le mérite d'être original et l'univers est pas trop mal, donc ça m'étonnerait pas qu'il ait des fans. Wonder Boy in Monster World. C'est un action platformer plutôt linéaire, mais saupoudré d'une couche d'aventure. C'est-à-dire qu'il y a des villages avec des habitants qui te parlent et des boutiques pour dépenser l'argent que tu collectes en battant tes ennemis.
Super Fantasy Zone, un shoot'em up en arène où comme dans Monster World tu chopes des pièces pour améliorer ton vaisseau. Le concept marche bien, mais quitte à m'investir dans un bon shmup, je trouve qu'il y en a plein d'autres qui procurent plus de sensations. Là je m'ennuie un peu. Earthworm Jim. Croyez-moi pas, il y a quelques jours c'était la première fois que je jouais à Earthworm Jim. Et franchement, maintenant je comprends pourquoi il est aussi culte. L'avoir manette en main, c'est pas pareil que de voir une vidéo. Surtout quand juste avant t'as joué à d'autres jeux Mega Drive de l'époque. Les animations sont fantastiques, très détaillées, le jeu est fluide et le level design pas quelconque. Comme souvent avec le rétro, si aujourd'hui t'es dans un mood Switch PS5, ça va pas te faire ressentir grand chose, mais quand t'es en immersion dans le gaming du début des années 90, tu comprends qu'Earthworm Jim a pas laissé indifférent. Seul bémol, je trouve qu'il devient difficile trop vite et ça décourage de se relancer le jeu régulièrement. Gunstar Heroes, un run and gun à la Contra, super nerveux, plus permissif parce que tu meurs pas en une seule balle, c'est rythmé, il y a de la replay value puisque tu choisis ton stage et ton arme avant de commencer, et dans l'ensemble, c'est juste une réussite. C'est pas un jeu classique pour l'époque, les niveaux sont variés, et pas que visuellement. Les boss ont de belles animations, et les situations changent d'un stage à l'autre. C'est pas toujours foncé de gauche à droite comme la plupart des jeux. Street Fighter 2 Prime. Pendant longtemps, je connaissais que la version Super Nintendo, mais sur Mega Drive, ça tourne très bien, c'est rapide. Le seul truc chiant, c'est qu'avec une manette 3 boutons, tu dois appuyer sur Start pour passer du pied au point, ce qui est horrible. Donc tu te retrouves souvent à juste rester sur l'un ou l'autre pour pas t'emmerder, mais ça réduit tes options. Ou alors t'achètes une manette 6 boutons. C'est le jeu qui a mis les bases de ce que sont la majorité des jeux de baston aujourd'hui. Donc si t'apprends à jouer à Street 2, tu seras meilleur dans quasiment tous les autres jeux de baston. Même encore aujourd'hui, c'est fun. Les persos sont variés et les musiques cultissimes pour une raison. Eternal Champions, un autre jeu de baston. Comme je vous le disais, quelques cartes de cercle et charges par-ci par-là et vous retrouverez vite vos marques. Les graphismes rendent vraiment bien, je trouve, avec tous ces détails sur les combattants. Par contre, c'est dur, hein. Et pour des jeux de baston assez classiques auxquels personne ne joue aujourd'hui, je vois pas trop l'intérêt de s'investir, donc j'ai pas approfondi. C'est pas comme un Street 2 où s'entraîner c'est jamais perdu, puisque t'auras toujours des occasions dans ta vie de faire un versus avec quelqu'un dans un bar geek. Alors qu'Eternal Champions, il a vraiment rien d'éternel. Sonic Spinball. Première chose à faire, allez dans les options et mettez la vitesse sur Fast. Ça changera pas grand chose, mais on fait ce qu'on peut pour gratter un peu de vitesse, hein. Ce jeu en a besoin. Heureusement que la Mega Drive a le blast processing, hein. Sinon j'ose même pas imaginer comment il serait fluide le scrolling. Oui je sais, ça existe pas, c'est pour la blague. Dans l'idée, sortir un flipper Sonic, c'est tout aussi logique qu'un flipper Metroid. Là c'est pas trop mal, mais on pouvait s'attendre à mieux quand même. C'est vraiment pas l'idée qu'on se fait d'un pinball Sonic amusant, rapide, fluide et nerveux. Même le décor est triste. Vous y jouerez probablement une fois, mais pas plus. Dynamite Headdy. Le héros est moche, mais les décors sont grave beaux je trouve. Trop de style les graphismes. C'est pas un simple platformer à mascotte. C'est un super jeu original, avec un gameplay bien plus riche et profond qu'il n'y paraît. Il est rythmé par une chouette mise en scène, des niveaux variés et même des mini-jeux. En vidéo c'est peut-être pas très parlant, mais faites-moi confiance, c'est parmi ce qui se fait de mieux sur la console dans ce genre. Mega Man de Willy Wars, un des jeux les plus rares et chers de la Mega Drive. Une compilation 16 bits des 3 premiers Mega Man sortis sur NES. Graphiquement, c'est plus proche d'une PC Engine que d'une Mega Drive en termes d'ambition, mais ça me fait quand même plaisir de revoir ces jeux autrement qu'en 8 bits. C'est toujours de la bonne plateforme action, c'est addictif de chercher le meilleur ordre pour faire les stages, pour que les pouvoirs que tu déverrouilles dans l'un soient utiles dans l'autre. Très bonne compile. Probotector. C'est le nom local pour Contra quoi. Et c'est super dur. C'est bien d'avoir les save states pour s'entraîner sur certains passages. Faut s'acharner vraiment. Mais quand tu t'améliores, ça vaut le coup. C'est de l'action super nerveuse dans des niveaux variés et graphiquement, il tient très bien la route.
mais on commence à être habitué avec les titres de fin de vie. Light Crusader, c'est de l'action-aventure de 1995, donc c'est prometteur, quand on sait de quoi la Mega Drive est capable en fin de vie. Mais finalement, disons que ça m'a pas autant convaincu qu'un Landstalker. Pourtant c'est plus intéressant que ce que laissent suggérer les premières minutes de jeu. En fait, oubliez l'idée de voyage, d'exploration d'un monde, de village. Non, c'est que du donjon. Mais c'est très maniable, tu peux pousser les objets, ce qui donne lieu à quelques énigmes. Pour l'époque, il y a de la créativité dans le level design, il y a des ennemis bien animés, la bande son est pas mal, il y a de la plateforme malheureusement, donc avec cette perspective isométrique, c'est pas toujours brillant, et globalement c'est un bon jeu à podcast, vu qu'il n'y a pas vraiment d'intrigue et de dialogue. Tu parcours ton donjon en écoutant des débats ou des streams, ça passe bien. Monster World 4. Tout en étant dans le même style, c'est plus intéressant que Wonder Boy in Monster World. C'est un jeu d'action-aventure plus ambitieux, avec la possibilité de sauvegarder lui. Au tout début, il n'est pas clair sur quelques détails pour progresser, mais ça va en s'améliorant, surtout quand t'atteins la ville. L'univers haut en couleur a beaucoup de charme, la progression est bonne, il y a une palette de mouvements intéressante, notamment quand tu chopes ton familier. C'est un bon jeu 16 bits. Pendant longtemps, il est resté exclusif au Japon, mais depuis 10 ans, il a des versions qui sont officiellement arrivées chez nous, sur la console virtuelle Wii par exemple. Shining Force. Dès le début, tu sens que c'est pas un jeu lambda. Une interface ergonomique originale, des touches d'humour dans les interactions avec les gens de la ville, il y a un soin apporté aux détails avant même de commencer à faire des combats. D'ailleurs, pour du tactical RPG, j'aime bien le rythme des combats. C'est pas découpé avec le tour de tous les alliés, puis le tour de tous les ennemis. Non, c'est le tour de chacun des persos sur la map, les uns après les autres, et ça marche mieux. C'est plus facile d'anticiper le futur de la bataille, c'est plus vif que dans un Fire Emblem, parce qu'il y a moins d'input, et tu bouges pas un curseur, tu bouges directement ton perso sur la case que tu veux. J'aime beaucoup comment ils ont designé ce jeu, à tous les niveaux, pour un RPG 16 bits. En plus, quand tu crèves, tu perds pas tes unités, et tu peux recommencer le combat en gardant l'XP gagné dans ton dernier try. Donc dans l'ensemble, même en 2022, il a bien vieilli. Vectorman. Sorti tard dans la vie de la console en 95, c'était la réponse au sprite digitalisé de Donkey Kong Country. Et clairement, pour de la Mega Drive, ça renvoie. Pas tant pour le perso que je trouve tout sauf charismatique et attachant, mais pour les détails du décor, ne serait-ce que les drapeaux, ils claquent. C'est pas un jeu de plateforme, c'est un jeu de tir classique en 2D, en bien moins kiffant que Gunstar Heroes malheureusement. La caméra est trop près de l'action. On voit pas où on va ni sur quoi on tire. Au début, il a l'air hyper dur. Conseil, baissez-vous à chaque fois que vous tirez. Ça devrait vous permettre de finir le niveau. Et de voir que le deuxième niveau est très chouette graphiquement. Mais après ça, les graphismes seront à l'image du level design. D'un ennui profond. Darius. Un jeu qui n'était jamais sorti sur Mega Drive. C'était un jeu arcade, qui était par contre dispo sur PC Engine. Mais là, sur la Mega Drive Mini, ils l'ont enfin rendu dispo. Bon, rien d'incroyable, sur Mega Drive, les Thunder Force sont meilleurs. Tetris, et un autre jeu inédit de la 16 bits de Sega, mais pas du tout inédit dans le reste du monde gaming à l'époque. C'est le deuxième jeu bonus de la Mega Drive Mini. La version Mega Drive de Tetris qui n'était jamais sortie. Ouais, niveau jeu inédit, ça a moins de gueule que Nintendo qui sort Star Fox 2. Et puis, c'est même pas une version particulièrement meilleure que sur Game Boy. Tu peux pas stocker de pièces non plus, et les musiques sont pas cultes. Mais ça reste Tetris, donc je m'amuse toujours un peu. Et là, il y a des fonds d'écran qui changent. Ah, je parle pas souvent de la Super Nintendo, c'est vrai. J'ai l'impression que tout a déjà été dit sur YouTube. Mais là, vu que je faisais une rétrospective 16 bits, bon, c'était l'occasion de vous parler de quelques jeux. 30 pour être précis. Joe & Mac.
Je sais pas si c'est voir le logo Data East qui m'a fait cet effet, mais j'ai plus l'impression de jouer à un jeu d'arcade qu'à un jeu Super Nintendo. Et c'est pas un défaut, le jeu est assez cool, plutôt maniable, pas aussi rigide que d'autres vieilleries sorties avant. La barre de vie est permissive, donc c'est encore assez jouable même aujourd'hui. À l'époque, c'était surtout son univers qui le démarquait, des gros sprites détaillés et colorés qui lui donnent une charmante personnalité. Earth Defense Force, ou EDF pour les intimes. Quand tu sors de la PC Engine et de tous ces shoot'em up, je t'avoue que ça te procure pas grand chose. Il est bon sans avoir spécialement de qualité à relever. Au premier abord, il est fluide, c'est agréable, mais il rame très souvent quand il se passe des choses à l'écran. Visuellement, par contre, c'est cool de voir des décors plus détaillés, de la transparence dans les nuages, ça change des consoles 16 bits moins puissantes. Il y a différents types d'armes, donc ça ajoute de la variété entre chaque continu. Perso, je vous conseille le S-Laser ou le homing pour des missiles téléguidés. IS 3. Contrairement aux deux premiers IS dont j'ai parlé dans mes dernières vidéos PC Engine, celui-là il est pas vu de haut mais vu de profil. Et pourtant tout le charme de la série est conservé. Le système d'objets, d'équipements, d'expérience, le sens de l'aventure, les mélodies cool, mais aussi le fait de devoir faire pas mal de grind pour monter en niveau, ça c'est toujours là. Beaucoup de grind parce que le jeu est pas facile. Mais ça reste un bon action RPG pour son époque. Spanky's Quest. Tu contrôles un singe qui jette des bulles pour piquer les clés des ennemis pour avancer au tableau suivant. Sauf que la trajectoire de ta bulle est pas très naturelle quand tu la lances. Et puis t'as une mécanique de coup de tête pour rendre tes bulles plus grosses ou les transformer en ballons de foot. Je trouve que ça manque de précision. Ça essaie de faire compliqué avec du simple et globalement je m'amuse pas trop. Bambuzal. Ça aussi c'est un jeu à concept, mais on est plus dans le casse-tête réflexion. Faut faire exploser toutes les mines sans se faire sauter avec. La perspective isométrique apporte un peu d'originalité, une fois que t'as assimilé quelle direction aller où avec la croix de la manette, qui pour rappel n'est pas de traviole, elle. J'ai trouvé ça pas trop mal, mais faut être dans un mood où t'as envie de réfléchir. Et oui, sinon c'est moche pour de la SNES. Psycho Dream, lui on dirait un jeu Mega Drive, c'est bizarre. Un jeu action plateforme arcade, des petites vibes shinobi dans le gameplay, mais en moins bien. Une fois que t'as compris que tu peux courir grâce aux gâchettes, il devient assez jouable, mais à part quelques effets visuels sympas de début de vie, il a pas grand chose pour lui, à mon humble avis. Il y a des power-ups étranges, et un level design pas très inspiré. Super Valise 4. C'est déjà un poil mieux en termes de game feel et d'identité visuelle, mais la structure des niveaux, bof quoi. C'est souvent des grosses lignes droites avec les mêmes ennemis en boucle. La gestion des objets ajoute un peu de profondeur au gameplay, sinon ça serait très basique. Pop & Twinbee, un shoot'em up vertical plutôt réussi, qui a rien à envier à ceux de la PC Engine. Un maniement fluide, un univers mignon, tout comme la musique, et des graphismes franchement détaillés. Quand t'as beaucoup joué aux autres jeux console 16 bits juste avant, tu te rends compte à quel point la SNES c'était une bête en 2D pour l'époque. Ça saute aux yeux, surtout quand tu compares les arrière-plans. Il y a une bien meilleure impression de profondeur. Sinon le petit gimmick ici, c'est que t'as une autre touche pour tirer sur les ennemis au sol, donc il y a 2 plans à gérer. Je recommande, c'est cool. The Seventh Saga, un RPG édité par Enix, mais pas en Europe bien sûr. On n'avait pas eu le droit à ces jeux-là, nous. J'aime bien l'utilisation du mode 7 pour zoomer dans l'action quand un combat démarre. Et par contre, les combats sont méga durs, donc t'auras sûrement pas le courage d'en venir à bout en 2022. Et ça se comprend, ça serait une perte de temps d'en consacrer autant s'il y a de bien meilleurs RPG 16 bits que t'as toujours pas fait. Mais il a tout de même un côté minimaliste qui m'a amusé quelque temps. Doomsday Warrior, le Street Fighter 2 du pauvre. Tout y est, mais en moins bien. Les designs sont fades, tout comme les musiques. T'as l'impression de faire super vite le tour de la palette de coups. L'impact des attaques est mou, et j'ai vraiment aucun plaisir à jouer à ça. Opération Logic Bomb. Les images parlent d'elles-mêmes. C'est aussi fun que vous l'imaginez. C'est-à-dire que si visuellement vous trouvez ça cool,
ça vous amusera sans doute. Mais l'inverse est vrai aussi. Si ça vous inspire rien, vous aurez pas vraiment de surprise en y jouant. T'avances, tu tires, le game feel est pas trop mauvais, grâce aux gâchettes tu peux loquer une direction, ça permet de gagner en précision. Hey Punk, are you tough 9? Eh ben lui, au moins, il est meilleur que Doomsday Warrior. Les commandes sont plus réactives, tout est plus rapide, tout est plus comme Street Fighter 2. C'est pour ça qu'il était aussi marquant Street à l'époque en fait. Là où plein de jeux de versus étaient mous du cul, lui, il avait une sorte de fluidité générale qui le rendait bien plus agréable. Hey Punk, are you tough 9? Aussi. Mais bon, t'as juste l'impression de jouer à une ROM hack avec moins de persos et qui porte des armes blanches. C'est pas raté hein, mais c'est rien de nouveau. ActRaiser 2. Le 1 est beaucoup plus connu pour son mélange action et jeu de gestion. Sa suite n'a que l'action, mais moi je la surkiffe. Que ça soit la finesse des graphismes, la palette de mouvements du héros, assez déroutant à contrôler au début, je le conçois, mais après m'y être investi autant de temps, je trouve maintenant que c'est un vrai plaisir. Au même titre qu'un Castlevania ou un Super Ghouls and Ghosts, c'est un de mes jeux d'action prioritaires à chaque fois que je branche la console. The Peacekeepers, un beat'em all. Si vous me connaissez, vous savez déjà que j'ai pas besoin d'en dire plus. Tout comme les jeux de baston que j'ai cités avant, le souci c'est que ça n'apporte rien. T'as l'impression d'y avoir déjà joué 50 fois, alors même que tu l'as découvert il y a 70 secondes. Mais il a au moins le mérite de te faire réaliser à quel point c'est important la musique dans une bande son. Claymates. Lui, clairement, son intérêt il réside dans ses visuels. Mais alors, quand tu t'en contrebalances de la pâte à modeler, ça vole pas haut. Tu prends le contrôle de plusieurs animaux, dans des niveaux de jeux de plateforme au level design quelconque. Les persos ont des animations originales pour l'époque par rapport aux autres jeux SNES, mais ça fait 13 années 90. Y en a qui trouvent ça beau aujourd'hui? Non vraiment, je vous demande. Moi, ça me répulserait presque. J'ai pas envie de jouer à ça, ou alors c'est peut-être juste parce que c'est des Américains qui l'ont pondu. Et niveau univers, les Japonais sortaient rien dans ce genre. Donc mon corps est pas habitué, et il n'est tout simplement pas prêt. Brainlord, un action RPG. Donc pas de tour par tour, ni de rencontres aléatoires. Toute l'action est directement dans les niveaux. Et pour l'époque, parfois je trouve que ça fait du bien justement. Parce que la formule RPG classique, elle passe quand on se fait des jeux cultes à la Final Fantasy VI, mais quand le moindre RPG obscur fonctionne pareil, en moins bon, c'est vite chiant. Je vous vois venir. Oh mais c'est un Zelda Light en fait. Non, c'est pas parce qu'il y a une touche pour taper avec son épée que tout de suite... Bon, on parcourt des donjons, il y a de la plateforme, il y a des énigmes avec des trucs à pousser. Bon, d'accord, ça n'a pas totalement rien à voir avec Zelda. Mais ça me rappelle plus Light Crusader sur Mega Drive, sans la vue isométrique. Je me suis amusé sur ce jeu, et les musiques sont cool. Joe & Mac 2, dans la lignée du premier, mais en plus beau et bien plus fluide. C'est très agréable, ça devient même difficile de retourner sur Joe & Mac 1 après ça. Sa suite a des phases variées et même un petit côté aventure. On perd la dimension très arcade, là on est vraiment sur un jeu SNES pur et dur. Il éclipsera jamais les meilleurs jeux de la machine, mais au rayon des innombrables action platformer à mascotte des années 90, lui il était un peu au-dessus. Breath of the Wild. Ah non pardon, Breath of Fire, plutôt connu de nom. Quand t'aimes les JRPG, c'est prenant au début, puis vite chiant parce que ça a tous les défauts des RPG old school. Des rencontres aléatoires, les combats ennuyants, une difficulté déséquilibrée. La SNES, c'est la console des RPG, donc va plutôt jouer à autre chose dessus. Enfin bon, on dit ça, mais en Europe, les RPG, c'était pas la joie. Limite sur Mega Drive, il y en avait plus. Sa suite, Breath of Fire 2, a au moins le mérite d'avoir officiellement atterri en France à l'époque. Mais bon, moi dans l'ensemble, je suis pas particulièrement fan de la série Breath of Fire. Sans pourtant avoir grand chose à lui reprocher, à part son manque de génie. The Ignition Factor, un jeu où t'es pompier et tu sauves des gens grâce à ton extincteur. C'est original ça.
Enfin, après quelques minutes, la gestion de l'inventaire, la lenteur générale du jeu et le manque de fun te feront réaliser que finalement, le métier de base est peut-être pas non plus très fun. Ça vous aura sans doute pas échappé que là je joue à un paquet de jeux SNES du online Switch. C'est bien pour faire des découvertes, mais le plus souvent, quand ces vieux jeux sont pas connus, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'ils ont marqué personne. Jelly Boy, par exemple, il a marqué qui, lui? Ce mauvais goût, à tous les coups, c'est occidental aussi. Hein. On avait du mal avant 2000 à faire des bons jeux sur console, mine de rien. On était loin derrière les japonais. Comme dans Claymates, tu te transformes en des trucs, et comme dans Claymates, qu'est-ce qu'on se fait chier? Pourquoi ces jeux existent? C'était qui la cible? Les parents d'enfants qui achetaient au hasard parce que c'était pas Peggy 18? Wild Guns. Ça c'est bien mieux déjà. Le jeu est beau, le gameplay est original, il y a un petit temps d'adaptation parce que c'est pas banal, mais quand t'as compris, ça marche bien. C'est de la bonne action. Bon, chaque écran a tendance à se jouer de la même façon, donc une session de 20 minutes c'est largement suffisant pour moi. Après je m'ennuie, mais en vrai, le fait qu'il soit aussi unique en son genre sur la console le rend tout sauf inintéressant. Lufia 2, une très bonne surprise ce RPG, qui tombe pas dans la catégorie des déchets qui ont trop vieilli, parce que au lieu d'avoir les lourdeurs qu'on voit partout, il a de l'originalité à proposer lui. Les monstres apparaissent sur la carte dans les donjons, c'est du tour par tour, mais c'est rapide à enchaîner grâce à l'interface très fluide. Même le level up est pas désagréable. C'est rare que je mette ça en avant, mais c'est surtout ces donjons qui sont réussis. Il y a des énigmes à base d'interrupteurs ou de blocs à pousser, mais c'est des vrais casse-têtes où faut réfléchir, c'est pas juste des labyrinthes remplis de cul-de-sac. Faut se creuser les méninges, tenter des trucs. Moi ça m'amuse, ce mix RPG, aventure et énigme. Faut pas y jouer pour le scénar ou les dialogues, c'est très bateau à ce niveau, mais en termes de gameplay, il n'y a pas beaucoup de RPG 16 bits qui rivalisent. Prehistoric Man, c'est globalement une réussite à plein de niveaux. Réalisation, jouabilité, et pourtant j'arrive pas trop à m'amuser dessus. Je pense que pour ce type de jeu, je préfère quelque chose de plus linéaire, pas autant de dialogue, de blabla, d'options, d'embranchements dans les niveaux. Je veux du fun tout de suite, sans interruption. Ici, c'est pas toujours clair où est la fin du niveau, et donc ce level design ne me correspond pas vraiment. Est-ce que c'est que moi, ou vous avez un avis différent sur ce que devrait être un action platformer 2D ? Pendant que d'autres se paluchent sur Starwing, moi quand je suis en manque de polygones, je fais du Stun Race FX. Alors c'est pas très fluide non plus, c'est pas du full screen, mais moi la conduite ça m'amuse plus que galérer à viser des vaisseaux dans un environnement 3D. Il y a une latence générale dans les commandes à laquelle faut s'habituer, mais t'as un rendu visuel franchement bluffant pour la console. Les tracés sont variés, pas plats, il y a des dénivelés, ça change du mode 7, mais le Super FX c'était surtout utilisé au profit d'expériences arcade. Je suis curieux de savoir quel genre de Zelda 3D Nintendo aurait pu pondre avec cette puce. Hagane, le Shinobi de la Super Nintendo, en plus moderne, plus d'armes, et surtout beaucoup plus de challenge dès le début. On se rapproche presque plus d'un Contra parfois en termes de difficulté violente. Mais c'est hyper jouable, donc ça reste agréable de s'investir pour s'améliorer. Terranigma, lui c'est un peu notre fierté européenne, notre revanche sur les US. C'est une sorte d'action RPG qui est sorti chez nous très tard, en 1997, mais jamais aux États-Unis. Au début, c'est une succession de triggers à déclencher en parlant au PNJ dans le bon ordre. C'est un peu lourd de tourner en rond. Puis c'est un action RPG où tu parcours des donjons. C'est fait par les mêmes gars que Illusion of Time. Et ça se voit. C'est bien, c'est beau graphiquement, mais dans la même catégorie, c'est moins amusant qu'un Zelda 3. Je dirais même que c'est moins amusant qu'un Illusion of Time justement. Chrono Trigger. Je l'ai enfin fini! Le RPG 16 bits ultime. Je dis pas nécessairement que c'est le meilleur, parce que tout dépend de ce que tu valorises dans un jeu. Souvent c'est une histoire de goût et de préférence,
Mais il n'y a pas de doute sur le fait que Chrono Trigger est le RPG 16 bits le plus abouti. On dirait presque un jeu PlayStation en termes d'ambition. L'originalité de l'intrigue, un système de combat avec de la profondeur, les panoramas somptueux, la qualité des sonorités, les ambiances différentes des environnements, ça lui confère une vraie identité. Le jeu est court, seulement 20 heures, et c'est une qualité pour moi, parce que l'aventure est super rythmée par rapport à d'autres titres qui se finissent en 40 heures, mais avec plein de temps mort. Castlevania Vampire's Kiss. Quand tu sors de Castlevania 4, c'est compliqué parce qu'il abandonne complètement sa volonté d'accessibilité. Mais quand tu sors de la PC Engine CD et de son Castlevania Rondo of Blood, comme c'est mon cas, bah t'as l'impression que c'est sa suite logique. Plus linéaire certes, mais c'est le même gameplay donc c'est kiffant. Puis les décors plus détaillés et les quelques nouveaux effets graphiques Super Nintendo, ça caresse les yeux aussi. C'est pas un jeu 100% original si t'as déjà fait Rondo of Blood, parce qu'il y a du recyclage d'idées et le sentiment que le jeu a été un peu plus rushé que d'autres Castlevania. Mais ça en reste un, donc j'aime bien. Star Fox 2. Pour les 3 qui savent pas, je rappelle que c'est un jeu réalisé en 1996, complètement terminé à l'époque, mais dont la sortie a été annulée pour pas concurrencer la Nintendo 64. Les seules versions officielles qui existent, c'est sur la Super Nintendo Classic Mini et sur le Nintendo Switch Online. Star Fox 2, je le trouve tout aussi chiant que le premier, peut-être même plus, parce que maintenant, t'as même des phases de shoot en arène fermée. Et avec ce framerate, je trouve que c'est un calvaire de viser les ennemis. En plus maintenant, il y a une sorte de pseudo tower defense à gérer avant de rentrer dans les niveaux, ça ajoute de la lourdeur avant de voir les nouveautés. Il y a des phases au sol, c'est marrant de voir comment ça se joue, mais pour moi, même les graphismes 3D justifient pas qu'on y joue, contrairement au jeu suivant. Winter Gold, c'est la Super Nintendo qui essaie d'être une console 32 bits. Et c'est sorti en 1996, rendez-vous compte. Ces intégrations de 3D dans les cinématiques ou les niveaux sont super impressionnantes je trouve. C'est encore plus beau que dans la vraie vie. Et c'est rendu possible grâce au Super FX2, déjà présent dans la cartouche de Yoshi's Island ou Star Fox 2. À jouer, c'est très simpliste, les sports se ressemblent beaucoup, c'est vite lassant, mais putain, on s'en fout, quelle claque! Tu joueras que pour les graphismes. Et aussi parce que la luge et le slalom, c'est pas trop mauvais. Vous êtes encore là? Vous en avez pas marre de m'écouter? Bon alors en bonus, j'ajoute 30 jeux arcade de l'Astro City, vu qu'ils ont aussi un look 16 bits. Sauf vers la fin où on se rapproche plus d'un rendu Sega Saturn. Mais bon, maintenant que vous avez vu Winter Gold, vos yeux sont prêts pour la 3D. Le premier titre sur l'Astro City Mini, c'est Flicky, sorti en 1984 quand même. Et c'est le premier jeu où il y a l'oiseau bleu qu'on voit dans Sonic quand on bute les robots. J'avais joué dans sa version Mega Drive il y a longtemps, j'ai trouvé ça extrêmement chiant. Là, avec le stick en main et des années d'expérience arcade en plus dans les pattes, je me suis plus amusé. C'est un petit concept épuré, faut ramasser des poussins et les ramener à la porte sans te prendre les méchants chats. C'est pas le meilleur game film, mais le level design change légèrement d'un tableau à l'autre, et c'est pas aussi inintéressant que dans mes souvenirs. Mais tu y joueras plus pour la curiosité que pour le plaisir. Sega Ninja. Un run and gun vu de haut, très old school, mais c'est le minimalisme de son concept qui le rend amusant. Il est bien mieux conçu qu'il n'y paraît, avec son bouton attitré pour tirer uniquement en haut, et un autre pour se rendre momentanément invulnérable. On reste sur un très vieux jeu par contre, donc relativisez le bien que j'en dis. Toujours dans la famille La simplicité est mon bouclier, My Hero. Je pense que la vidéo parle d'elle-même. Un joystick pour aller à droite, un bouton pour sauter, un bouton pour frapper, et on perd vite ses vies. Et vous allez vite perdre votre motive aussi. Ce genre de jeu c'est marrant 3 minutes max, mais personne va jouer à ça 1 heure d'affilée. Space Harrier. Là, on n'est plus sur le PCB initial de la borne. Il fallait faire évoluer le hardware pour permettre une telle évolution graphique. Et waouh, je comprends que ça ait bouleversé les gens à l'époque, un tel effet de profondeur, qui titillait déjà les gens en soif de 3D. Alors Space Harrier, c'est un jeu que je connais déjà,
qui m'amuse plus vraiment maintenant que la découverte est passée. Mais franchement, le redécouvrir avec un stick arcade, c'est bien plus satisfaisant. Tu sens qu'il a été conçu pour être joué comme ça. Et donc avec une croix, on perd quelque chose. Là j'aime bien. Quartet 2, t'avances et tu tires. T'as des jeux, ils ont tellement rien de spécial que tu te demandes si c'est pas toi qui es passé à côté de quelque chose. Et en fait, après réflexion, quand c'est aussi épuré et peu original, c'est qu'en général, faut y jouer à deux. Et là, dans la coopération, il doit y avoir de l'intérêt. Alex Kidd with Stella The Lost Stars. Alors on connaît les Alex Kidd sur console, mais là c'est une exclue arcade. De base, j'aime pas trop Alex Kidd, je trouve qu'il glisse trop. Mais pas là. Ça se joue plus simplement et encore une fois, c'est hyper épuré. Il y a de la plateforme, des ennemis, quelques bonus. Par contre, c'est un peu trop facile de perdre des vies. À l'époque, la pièce que tu mettais dedans, ça devait être une des pièces les moins rentables de la salle d'arcade en termes de temps. Alien Syndrome. Des zones à fouiller remplies de monstres à buter. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit sur Quartet 2 ? Ben ça aussi, c'est le genre de jeu à plutôt faire à deux. Dans le cas où tu voudrais vraiment y jouer. Parce que sinon, ça va procurer du plaisir qu'aux nostalgiques qu'il a connu à l'époque. Le reste des gens vont pas lui trouver grand chose, à part un concept très classique. Wonder Boy in Monsterland. C'est à partir de là que Wonder Boy est devenu un action-adventure. Je l'ai sur Master System, donc je connaissais déjà, mais c'est très bizarre de se dire qu'un jeu dans ce style ait pu sortir sur une borne d'arcade. Les parties pouvaient être assez longues. Ça devait pas être pratique à l'époque d'y jouer, s'il y avait toujours quelqu'un qui squattait la borne. Le roulement entre les gens devait être assez long. Moi j'aime bien la construction des niveaux et le fait que tu choisisses toi-même ce que tu veux améliorer dans ton équipement en fonction de l'argent que tu as collecté. Shinobi. Lui aussi j'ai la version Master System, qui est plus simple parce que t'as une barre de vie, donc tu meurs pas en un coup. Là c'est vrai que sur l'Astro City, ça peut être un peu frustrant. Mais le jeu est bien plus beau, plus fluide, plus fast, plus furious. C'est agréable à jouer comme jeu d'action. Sonic Boom, le premier jeu Sonic. Et ben franchement c'est le meilleur de la série. Troll à part, c'est un shoot'em up classique, mais sur l'écran de la mini-borne, vu que le jeu est en Tate Mode, donc format portrait, ben c'est tout petit. Donc j'ai du mal à voir toutes les boulettes à esquiver. C'est pas évident et tu vas beaucoup te faire toucher. Heureusement qu'il y a crédit illimité. Altered Beast. J'ai beaucoup joué sur Mega Drive, alors c'était marrant de découvrir une version arcade légèrement plus belle, plus fluide, avec des petits effets visuels inédits. Il a l'air très naze la première fois que tu y joues, après on s'habitue et on tolère son existence dans le catalogue de Sega, sans lui vouer un culte. Scramble Spirits. Vraiment dans la même veine que Sonic Boom. Mais là au moins quand tu perds une vie, tu reprends pas au début du niveau. Et ça change tout de pouvoir continuer là où tu es mort. Ça fait que même si t'es nul, tu peux continuer de t'amuser et voir la suite du niveau. Wonder Boy 3 Monster Lair. Alors rien à voir avec Wonder Boy 3 The Dragon Strap sur Master System, rien à voir avec Wonder Boy 2 non plus d'ailleurs. C'est plutôt un retour aux sources avec les fruits à bouffer. Il n'y a plus le côté aventure et on retourne sur un jeu de plateforme action plus traditionnel, avec un scrolling automatique, mais avec un level design qui varie aussi parfois. C'est marrant et très jouable. Gain Ground. Ça a l'air chiant parce que c'est super lent, mais c'est plus addictif qu'il n'y paraît de réfléchir à comment tu vas vaincre les ennemis et te frayer un chemin dans chaque écran en contrôlant les différents personnages. J'ai pas pu tester en multi, mais c'est forcément un style qui s'y prête. Crackdown. Ça m'a beaucoup fait penser à Gain Ground. Ça se joue pareil, sauf que c'est plus des javelots et des chevaliers, c'est des mecs avec des guns. Je dirais que le level design me correspond plus. On peut se plaquer au mur et faut compter ses munitions. Mais c'est quand même toujours très mou. Golden Axe. Comme pour Altered Beast, c'est l'occasion de voir tourner la version arcade et se rendre compte que jouer avec un stick, c'est aussi un bon prétexte pour rejouer à des jeux qu'on connaît. Bon après, comme d'hab, c'est un beat'em all, donc au bout de 10 minutes j'ai envie de me pendre. Cyber Police e-SWAT. Et qu'on ne me parle pas de violence policière, hein. Ces mots sont inacceptables dans un état de droit. C'est marrant comment, à cette époque, il y a trop de jeux qui se ressemblent. Visuellement je parle, hein. Ce style de sprite, pas cartoon, assez gris, ça fait très fin des années 80. Et ça m'évoque pas grand chose. Disons que ça me charme pas. Après à jouer c'est plutôt réactif, c'est de l'action correcte, surtout après les trucs mous du cul qu'on a vu avant. Shadow Dancer.
Qu'est-ce que je vous disais? Vous aimez le gris? Shadow Dancer, c'est une sorte de suite à Shinobi, avec un loup en plus qui peut t'aider à immobiliser les ennemis. C'est bien cool en vrai. Par contre c'est impitoyable. Un coup, tu meurs et tu reprends au début du stage. Mais si t'as la patience de t'investir, c'est certain que tu vas kiffer de plus en plus, parce que le gameplay est bon. Alien Storm. Oh non, un beat'em all. Ah, mais c'est avec des armes bizarres, et parfois le gameplay il change. Graphiquement c'est pas mal je trouve. Il a une identité. C'est clairement pas le genre de jeu auquel je vais jouer une journée. Mais sachez que ça existait, et qu'il y a des gens qui payaient pour y jouer. Poil au bras. Columns 2. Je me permets de passer direct au 2 vu que le concept change un peu. Plutôt que de jouer à l'infini sur le même tableau, là pour progresser tu dois faire disparaître des cases bien précises. Donc ça demande plus de réflexion. J'aime bien ce style de jeu. Mais c'est pas le puzzle game que je trouve le plus satisfaisant. Je préfère largement un Tetris, Puyo Puyo ou Panic Bomber. Ça reste fun quand t'as pas accès à ces jeux là. Bonanza Bros. Un mélange d'action et d'infiltration. Sur sa version Mega Drive, je me souvenais pas qu'il m'avait amusé, mais là je l'ai trouvé cool et plutôt original. À regarder, c'est peut-être pas très parlant, mais le gameplay est tout simple et direct plaisant. Le style graphique rend mieux que sur la version salon aussi. Et j'aime bien les animations. A partir de là, réveillez-vous, on arrive au vrai jeu cool de la sélection, dès lors qu'on creuse dans les années 90. Donc Thunder Force AC, en fait c'est juste Thunder Force 3 sur Mega Drive, mais sans la sélection de niveau au début. Par contre, vu que tu peux te mettre des vies infinies, c'est plus facile de progresser. Donc je vous le conseille pour vous entraîner. Parce que c'est un bon shoot, ça bouge bien, et le stick ça apporte quelque chose. Même s'il y a trop de décors qui tuent à mon goût. Rad Mobile, un jeu de course qui a trop la classe visuellement, avec ses effets de fausse 3D et le sens du détail sur la piste ou la voiture. D'ailleurs, vous avez vu, il y a la première apparition de Sonic. Et ça c'est pour de vrai par contre. Avant que le vrai premier jeu Sonic ne sorte. Les routes étaient pas plates contrairement à plein de jeux de course à l'époque, et puis c'était assez jouable. C'est plus facile de rester sur la piste que dans un Outrun ou Hang-On par exemple. Coton, un bon petit shmup qui se démarque surtout par son style visuel. Une sorcière sur son balai, ça changeait des vaisseaux spatiaux. Après en pratique, ça change pas grand chose. Et malheureusement, il fait partie de ces jeux qui te font recommencer du début du niveau quand t'as perdu toutes tes vies. Arabian Fight. Déjà direct, claque visuelle. La taille des persos, les animations, les zooms, oh ça tue. C'est un beat'em all malheureusement pour moi, donc j'y joue que pour les graphismes et l'univers. Golden Axe, The Revenge of Death Adder. Beat'em all un jour, Sega au secours. Ouais, il y en avait pas mal à l'époque. Ce Golden Axe là, il est exclusif arcade, donc c'est une chouette curiosité. Et pareil, la beauté du jeu me permet de tenir. Le gameplay est quand même plus riche que Arabian Fight. Puyo Puyo 2. Seulement quelques changements graphiques par rapport au premier. Le gameplay, lui, reste inchangé. Et c'est très bien, il n'y a pas besoin que ça change vu que c'est toujours le feu d'empiler les couleurs en essayant de créer le plus de réactions en chaîne. Dark Age. Je suis toujours friand moi des graphismes 2D qui simulent de la profondeur avec les différents plans et les zooms. Mais là c'est au détriment du gameplay. Parce que ça reste un versus fighting 2D, mais sauter en avant, en arrière, ça ajoute juste de la confusion. Ça vaut clairement pas un bon street classique sans paillettes. Tante Air. Ça c'est original, c'est une compilation de mini-jeux qui se succèdent. J'aime bien le concept parce que c'est varié. Et certains jeux sont cool, mais c'est vraiment la loterie. Il y en a en comparaison qui sont chiants comme la mort. Et vu que les explications sont en japonais, parfois tu sais juste pas ce qu'il faut faire. Mais la plupart du temps c'est assez évident, donc pas besoin d'être très intelligent. Ça tombe bien pour moi. Virtua Fighter. On termine avec le tout premier jeu de combat en 3D, avec des vrais polygones et tout. Résultat, c'est un peu lent, et pas du tout aussi nerveux que les versus 2D de l'époque. Mais c'est pas grave, ça proposait autre chose dans le gameplay. Ça a marqué le jeu vidéo. C'est pas évident à jouer par contre, donc même aujourd'hui ça demande de l'entraînement. Ces suites gagneront en souplesse et en rapidité. Mais Virtua Fighter 1 reste un titre cool à parcourir, ne serait-ce que pour la culture.
C'était 30 jeux sur l'Astro City Mini. C'était marrant à découvrir. Après la sortie de la mini borne Neo Geo, ces gars ont dû se dire qu'il y avait un coup à jouer et ils ont bien fait, le produit est bien fini, c'est plus agréable à jouer qu'une Neo Geo Mini. Le stick est cool et même les boutons ont un bon clic, comme sur un stick arcade normal. C'est pas pour tout le monde parce qu'encore une fois, faut aimer ce genre de jeu. Ça vaut aucune 16 bits mini à mes yeux, mais c'était une chouette curiosité. Ce que j'aime avec ces jeux arcade, c'est que de par leur nature, ils n'ont pas vocation à être forcément terminés. C'est sympa de mettre un crédit dans la machine et accepter le game over. Le lendemain, tu rejoueras au même jeu et tu verras si avec ce même crédit, t'arrives à aller plus loin. C'est une philosophie très différente des jeux sur console. L'arcade, c'est pas mieux, mais c'est différent. Et vu que ça apporte une diversité supplémentaire aux jeux vidéo, j'aime ça.